L'Ukraine vient de porter un coup décisif à la flotte russe de la mer Noire en détruisant le navire polyvalent MPSV Zerosept, tandis que Moscou escalade dangereusement ses menacés contre la Finlande. Les forces spéciales du renseignement militaire ukrainienne ont attaqué avec succès ce navire russe près de Novorossiysk. Ce bâtiment de guerre, mis en service en 2015, servait à la reconnaissance électronique et aux patrouilles autour des bases navales russes. Après cette attaque précise, le navire est désormais hors service, marquant une nouvelle victoire tactique ukrainienne. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 890 soldats tués et blessés. Cela porte le total des pertes russes depuis l'invasion à 1 900 à 1890 militaires. Les forces de défense ukrainiennes ont également détruit 4 chars russes, 2 véhicules blindés, 20 et un système d'artillerie et des dizaines d'autres équipements ennemis. L'armée ukrainienne utilise de plus en plus activement les systèmes robotiques terrestres sur le champ de bataille pour évacuer les blessés et détruire l'équipement russe. Combat, logistique, évacuation, ingénierie, reconnaissance constituent une liste partielle des types de systèmes robotiques terrestres utilisés. En cette 4e année de guerre, il est difficile d'imaginer comment l'Ukraine pourrait résister efficacement à la Russie sans ces machines. Auparavant, ces systèmes robotiques étaient inefficaces, mais maintenant ils sauvent véritablement la vie des soldats ukrainiens. L'objectif principal de l'utilisation de ces robots est de préserver la vie humaine sur le front. Dans la zone grise, le mouvement de l'infanterie équivaut presque à un suicide certain à cause des drones FPV qui peuvent attendre une cible pendant des jours en mode veille. Les unités robotiques terrestres excellant particulièrement dans la livraison de munitions essentielles et de fournitures vitales aux lignes de front. Ces robots effectuent des missions logistiques ainsi que des opérations d'évacuation, transportant des fournitures évacuant les blessés. Grâce à ces robots, nous sauvons la vie des militaires, car même si l'un d'eux heurte une mine, nous ne perdons que du métal, pas une personne. Un exemple concret, le drone logistique UGV. Lynx peut transporter jusqu'à 200 kg de fret, par exemple évacuer 2 soldats blessés. Il fonctionne dans un rayon de 20 km, pouvant livrer ou récupérer du fret à 10 km de distance et revenir vers l'opérateur. Ce drone terrestre est capable d'exploits incroyables, fonctionnant en tandem avec un drone aérien qui sert Dieu au Lynx. Même après avoir heurté une mine et perdu 3 roues, il a livré des fournitures à la position sur une seule roue, sans aucun problème. Actuellement, 47% de toutes les missions UGV concernent la logistique et l'évacuation. Environ 25% concernent l'ingénierie, le minage et le déminage. Approximativement 12% sont des missions de combat et le reste concerne des missions spéciales. Lynx, Taran, Termite constituant une liste loin d'être complète des UGV utilisés en première ligne. L'Ukraine compte actuellement de nombreux spécialistes dans ce secteur et est un leader mondial dans la production d'UGV. Cela s'explique par le fait que les UGV sont immédiatement testés sur le champ de bataille et tous les défauts sont éliminés. La rapidité et l'ingéniosité des ingénieurs ukrainiens sont impressionnantes, beaucoup d'équipes s'adaptant rapidement aux besoins du front. Au premier trimestre de 2025, l'Agence d'approvisionnement de la défense a acheté plus de 8000 robots. Au total, le gouvernement prévoit de commander 15 000 UGV cette année, soit 15 fois plus que l'année dernière. Cette technologie n'appartient plus au futur, c'est notre présent. Et la Chine a déjà lancé un essaim de drones de combat à l'entraînement. Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 62 des 66 drones lancés par la Russie pendant la nuit. Malheureusement, 4 UAV ont frappé 3 endroits différents à Sumy, les occupants attaquant le collège local de construction et de design. Ils ont également attaqué la cathédrale de la Résurrection, l'église orthodoxe d'Ukraine au centre-ville de Sumy, un site d'importance culturelle nationale. En Pologne, qui a également été attaquée hier par des drones russes, le ministre des Affaires étrangères Radosław Sikorski a déclaré que les UAV n'ont pas dévié de leur route mais ont été délibérément ciblés. L'Allemagne a calculé que l'OTAN a dépensé plus d'1 million d'euros pour abattre des drones russes relativement bon marché. 3 missiles ont été utilisés, chacun coûtant environ 400 000 euros. Le problème n'est pas que ces drones ne valaient pas la peine d'être abattus, car sauver des vies humaines n'a pas de prix. Le problème est qu'il existe des moyens moins chers et tout aussi efficaces de combattre les drones russes, comme le prouve l'Ukraine chaque jour. Un hélicoptère ukrainien Mi-8 abat un Shahed russe de manière efficace et clairement moins cher que 400 000 euros.
Entre l'Ukraine et la Pologne, cela semble n'être que le début, car le Kremlin se prépare ouvertement à la guerre avec la Finlande. Le général russe et chef du soi-disant comité de défense de la Douma d'État, Andrei Kartapolov, a déclaré que la Finlande devient un foyer de fascisme encore plus rapidement que l'Ukraine. À Moscou, ils ont averti que les politiques irresponsables d'Helsinki pourraient conduire à un conflit avec la Russie et que ce serait supposément la faute de la Finlande. Nouvelles menaces et accusations, le dictateur russe se prépare à une autre guerre encore. L'ancien président alcoolique Dmitri Medvedev a décidé que la Finlande se prépare à attaquer la Russie. Après avoir rejoint l'OTAN sous le prétexte de mesures défensives, Helsinki poursuit un cours de confrontation se préparant à la guerre avec la Russie. De plus, selon lui, la Russie aurait supposément un droit légal aux réparations de la part des Finlandais pour la Seconde Guerre mondiale. Il prétend qu'à l'époque, ils ont payé trop peu grâce à la bonne volonté des Russes. Encore plus de non-sens de la part de l'alcoolique du Kremlin, Medvedev, qui aime réinterpréter l'histoire comme la Russie en général aime la réécrire. Si nous parlons spécifiquement de réparation, il y a eu de consultations répétées entre la Russie soviétique et la Finlande après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ces consultations, le terme « finlandisation » a émergé, arrangement dans lequel l'Union soviétique n'exigeait aucune concession territoriale ni réparation de la Finlande. En retour, elle recevait une promesse que la Finlande ne rejoindrait pas l'OTAN, mais évidemment la situation a changé avec le temps. Suivant l'alcoolique Medvedev, le président du comité de défense de la Douma d'État, Andrei Kartapolov, a également fait des déclarations agressives. Selon lui, les actions d'Helsinki sont supposément extrêmement irresponsables et la direction du pays transforme la Finlande en foyer de fascisme. Kartapolov a également déclaré ou plutôt menacé que la Russie est prête à se défendre à tout moment puisqu'elle a tout ce dont elle a besoin. Si nous nous rappelons la phrase bien connue souvent attribuée à Churchill, selon laquelle les fascistes du futur s'appelleront antifascistes, alors les Russes soulignent vivement l'idéologie actuelle de leur État. Ils courent partout en accusant tout le monde de soutenir prétendument des idées nazies ou fascistes. Bien sûr, il n'y a aucun fait concret derrière ces accusations, mais ce type d'agression psychologique hybride contre la Finlande, contre la Pologne, contre les pays baltes constitue une autre confirmation des plans à long terme de la Fédération de Russie. Ils n'ont aucune intention de s'arrêter à l'Ukraine et une grande partie du plan de Poutine consiste à restaurer l'influence de l'Union soviétique sur l'Europe de l'Est et du Nord-Est. Ces déclarations montrent que Moscou escaladait fortement sa rhétorique agressive contre la Finlande, nouveau membre de l'OTAN. Toutes les accusations contre elle sont simplement une continuation de la tactique bien connue du Kremlin, attribuant des intentions agressives à ses voisins pour justifier sa propre militarisation. Si les Finlandais ne répondent pas de manière proactive aux diverses provocations, s'ils laissent les Russes s'en tirer avec des attaques hybrides informationnelles et psychologiques, alors les Russes tenteront de mener des opérations physiques concrètes sur le terrain pour saisir le territoire finlandais. La Russie renforce depuis longtemps ses forces à la frontière finlandaise, construisant de nouvelles tentes, des abris pour avions de chasse et des entrepôts. De cette façon, le Kremlin prépare progressivement le terrain pour faire pression sur la Finlande. Entre-temps, le président finlandais Alexander Stubb est arrivé à Kiev pour des discussions sur les garanties des sécurités pour l'Ukraine, l'intégration européenne, les projets d'investissement et une pression renforcée sur la Russie. En parlant de la Russie, cela vient aussi des États-Unis, où le vice-président J.D. Vance a déclaré que l'administration américaine veut mettre fin à la guerre en faisant pression à la fois sur la Russie et l'Ukraine. Il a ajouté que l'objectif principal est d'amener les deux parties à la table de négociation. Selon Vance, les Russes veulent environ 6000 km² qu'ils n'ont pas encore conquis par la force militaire. Les Ukrainiens, de leur côté, veulent une garantie des sécurités, que ce soit de l'Europe ou d'autres, car ils veulent avoir confiance que s'ils concluent un accord, les Russes ne reviendront pas dans quelques mois ou années saines demandant plus. Mais voici la question. Est-ce seulement moi ou est-ce vraiment un problème quand le vice-président américain dit calmement que la Russie veut environ 6000 km qu'elle n'a pas encore conquis par la force militaire et qu'il appelle cela du progrès? Quel progrès quand la Russie veut encore s'emparer également de terres ukrainiennes? Au lieu de punir l'agresseur, les États-Unis sont-ils prêts à aider l'envahisseur à obtenir ce qu'il veut? Nous vivons vraiment des temps orageux. Pendant ce temps, en Russie, il y a ceux qui sont prêts à résister au régime du Kremlin, notamment dans la région du Bashkortostan où des mouvements clandestins actifs opèrent. De plus, les combattants bashkirs sont du côté de l'Ukraine dans cette guerre.
Depuis le début de la guerre à grande échelle, le nombre de personnes prêtes à s'opposer ouvertement au régime n'a cessé de croître. Ce sont des personnes avec des opinions politiques et à des origines ethniques différentes, russes, biélorusses, géorgiens, arméniens, tchétchènes, bashkirs et bien d'autres. Tous unis par un seul objectif, le renversement du régime de Poutine. Les fils d'actualité russes rapportent de plus en plus d'incendies criminels contre des bureaux de recrutement militaire, de sabotage de voies ferrées, de dommages à l'infrastructure militaire et d'autres actes de résistance. Parmi les groupes les plus connus, on peut mentionner Scrapo, qui a revendiqué la responsabilité de l'explosion au bâtiment du FSB à Rostov-sur-le-Don. Il y a aussi le groupe Boké, l'organisation de combat des communistes, responsable de nombreux actes de sabotage sur les chemins de fer dans ce qu'on appelle la guerre ferroviaire. Une attention particulière doit être accordée au mouvement au Bashkortostan, le comité de résistance bashkir. Il est important de noter les activités des volontaires de l'unité Bashkort qui se battent pour l'Ukraine tout en construisant un mouvement clandestin dans leur république natale. En plus de la capitale de la République Oufa, les combattants envoient leurs agents dans les régions où les résidents locaux peignent le symbole de l'unité. De cette façon, les résidents expriment leur soutien et leur solidarité avec la lutte pour la liberté du Bashkortostan. Les activistes ont averti les autorités pro-russes qu'ils sont plus proches qu'il n'y paraît et exhortent les résidents locaux à être vigilants et prudents. Selon les combattants de l'unité, de plus en plus de Bashkirs sont prêts à se tenir ensemble pour défendre leur région natale. Malgré le système répressif et la surveillance constante, l'activité des dissidents continue de croître. Même dans les conditions les plus dures à l'intérieur de la Russie, de nouveaux centres de résistance émergent et le nombre de personnes prêtes à agir contre le régime augmente. La Chine, pendant ce temps, se prépare à ouvrir son marché obligataire domestique aux grandes compagnies énergétiques russes. Le Financial Times rapporte que cela permettrait à des géants comme Rosatom et Gazprom de lever des fonds en yuan. Est-ce une partie de nouveaux accords entre Moscou et Pékin pour contourner les sanctions ? Il est rapporté que la Chine se prépare à ouvrir son marché obligataire domestique aux compagnies énergétiques russes. Pour la première fois depuis 2017, les compagnies russes prévoient d'émettre de la dette sur ce marché. Maintenant, la Chine permet aux compagnies russes d'entrer sur ces marchés et d'émettre des actions pour que ces instruments puissent être utilisés pour prêter à la Russie. Formellement, ce seront des prêts aux compagnies énergétiques, mais en réalité, ce seront des prêts à l'État russe. En d'autres termes, ce sera une sorte de forme cachée de prêt d'État, mais déguisée de différentes manières pour qu'il n'y ait aucune base légale pour accuser la Chine d'aider la Russie. Nous parlons de l'émission d'obligations Panda, des titres libellés en yuan disponibles à l'achat par les investisseurs chinois. Mais qu'en est-il des sanctions ? La Chine n'a-t-elle vraiment pas peur des restrictions secondaires ? Il est attendu que Rosatom et ses filiales, qui ne sont pas soumises aux sanctions occidentales, soient parmi les premiers emprunteurs. La Russie obtiendra l'argent immédiatement et en yuan aussi, après tout l'accès aux autres devises principales est limité. Mais il y a, en fait, un risque impliqué. La Chine saura exactement qui se cache derrière chacune de ces compagnies et si les dettes ne sont pas remboursées, la Chine prendra le contrôle de ces compagnies. Imaginez une situation où Gazprom finirait par appartenir à la Chine. Pour la Chine, ce n'est bien sûr pas seulement un acte de bonne volonté, c'est une opportunité de renforcer la position du yuan comme monnaie internationale et d'ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement. Mais tout aussi important est la dépendance accrue de la Russie elle-même aux décisions chinoises. La Chine deviendra de plus en plus propriétaire des principaux actifs de l'économie russe, et alors la dépendance de l'économie russe envers la Chine croîtra encore davantage. Il existe déjà un terme « yuanisation » de l'économie russe, suggérant que le yuan est devenu la devise principale et que la Chine peut exercer une plus grande influence sur l'économie de la Russie. Plus tôt, Poutine et Xi ont également signé un mémorandum sur la construction de Power of Siberia 2, projet auquel la Chine avait longtemps été réticente à accepter. Néanmoins, dit Xi, Poutine a même déclaré que les prix pour la Chine seraient basés sur le marché. Intéressant, il dit que c'est essentiellement le même prix, mais il semble qu'il commence à se justifier un peu, n'est-ce pas ? Les obligations Panda et Power of Siberia, deux illustrent l'essence de la relation entre la Russie et la Chine. La Chine renforce sa position grâce à la dépendance croissante de Moscou, cette dépendance devenant de plus en plus évidente et l'équilibre n'est clairement pas en faveur de Poutine. Et enfin, l'or ukrainien Natalia a remporté un championnat du monde de plongée libre.
Elle a atteint une profondeur de 113 mètres, établissant un nouveau record national pour l'Ukraine.